L'aigle était probablement un animal plutôt apprécié par les Visconti. Je vous rappelle que l'aigle a déjà été représenté 2 fois sur les lames de l'empereur et de l'impératrice. Je vais vous les remontrer à nouveau. Cet aigle noir, qui n'est pas sans nous rappeler Barbara. Enfin bref, on s'égare, si je commence à parler de n'importe quoi, on va pas s'en sortir. Un petit mot sur cet aigle, tiens, pendant qu'on y est. L'histoire donc de la famille des Visconti, c'est une histoire longue qui s'étend sur près de 2 siècles, de 1277 à 1447, qui sont les dates de leur règne, de leur emprise sur la ville de Milan. C'est seulement en 1397 qu'un des membres de cette famille, le fameux Gian Galeazzo dont on a parlé tout à l'heure, a obtenu de l'empereur Venceslas, qui était un empereur germanique, le titre de duc de Milan. Alors ce nouveau duché faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Ah, l'aigle! Eh oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette appartenance, ça leur donnait le droit, à nos Visconti, de prendre pour emblème, un aigle. Donc dans le tarot des Visconti, c'est pour ça qu'on va retrouver l'aigle noir sur les armes des 2 personnages qui vont représenter l'autorité, c'est-à-dire l'empereur et l'impératrice. Alors il est même possible que cet empereur soit du coup l'empereur Venceslas. Mais ça, c'est une hypothèse qui n'a jamais été vérifiée parce que malheureusement, on n'a pas de portrait qui soit suffisamment fidèle de cet homme pour pouvoir l'identifier avec certitude. Voilà. Alors, autre carte qui avait disparu et qui a été recréée, autre carte violente pour le coup, c'est la Maison Dieu. La Maison Dieu qui, comme d'habitude, figure une tour qui est terrassée par une catastrophe. Là, on dirait presque que c'est le soleil lui-même qui est en train d'incendier la tour. Vous voyez les flammes un peu partout. Cette tour est vue assez rapprochée et on voit les 2 personnages au premier plan qui s'effondrent comme foudroyés par ce cataclysme et qui tombent lamentablement sur le perron de la tour. Ils portent également la tenue traditionnelle de la famille avec leur fameux hexagone sur les yeux. Vient ensuite la série des cartes des astres. Alors les cartes que j'appelle les cartes des astres, ce sont les cartes de l'étoile, la lune et le soleil, qui sont ici, que j'aime bien rassembler dans ce jeu-là parce qu'elles se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous figure un personnage qui va tenir l'astre en question. Donc la première carte, c'est l'étoile. Une femme vêtue de bleu avec un châle ou un surcot rouge au revers vert. Comme d'habitude, le vert qu'on retrouve un petit peu toujours. Rappelons que la carte de l'étoile est une carte d'espoir. On pourrait voir ça comme l'espoir d'une naissance. Elle tient une étoile dans sa main. Ici. Elle a un visage assez contemplatif, si vous la voyez. Elle n'est pas forcément très réjouie. Ceci dit, elle a les yeux levés vers l'astre qu'elle tient et elle a la main posée sur son ventre. Il faut savoir que la tradition de faire un vœu en regardant une étoile, c'est quelque chose de très 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 ancien qui était fait très souvent et très couramment à cette époque. Alors cette carte symbolise peut-être le souhait d'être enceinte. Elle regarde l'étoile avec espoir en se caressant le ventre et elle a le revers de sa tunique qui est de couleur verte. Donc encore une fois, on pourrait émettre l'hypothèse suivante qui serait de vouloir favoriser la fécondité. Alors on a l'impression qu'ils insistent beaucoup avec ça, mais il faut savoir qu'à l'époque, avoir un enfant, c'était pas si facile que ça. Déjà parce qu'il fallait le porter à terme, c'était pas évident. Ensuite parce que c'était très important d'avoir des héritiers mâles qui grandissent assez vite pour pouvoir prendre la succession de leur père ou de leurs aïeux avant eux. On mourait pas forcément très très vieux, donc il fallait faire les enfants rapidement. Et évidemment, c'était toujours une certaine épreuve pour la maman, qui n'en sortait pas toujours forcément en bon état. Donc, d'où le fameux leitmotiv que l'on retrouve partout. C'était pas des obsédés des enfants, les Visconti pour ça, c'était tout simplement l'époque qui voulait ça. La lune, alors la lune, on va la comparer à l'étoile, parce qu'elle a un habit qui est inversé. Là où l'étoile a une robe bleue avec des détails rouges, le châle par exemple, la lune a une robe rouge avec des détails bleus.
C'est assez intéressant parce que c'est en quelque sorte, c'est un petit peu la némésis de cette carte. En plus, elle a une position presque en miroir. Elle tient la lune de son autre bras. On dirait un petit peu un reflet déformé de l'étoile. Donc cette carte est très différente des représentations qu'on fera plus tard de la lune. Je vous rappelle que dans le tarot de Marseille, la lune est représentée au-dessus de deux tours qui sont face. Devant chaque tour, il y a un chien ou un loup ou un coyote, bref un canidé. Et au premier plan, il y a une mare d'où essaye de sortir un crustacé, une langouste ou un homard, peu importe. Là, pas du tout, on a une femme qui tient un croissant de lune dans sa main, tout simplement. Croissant de lune qui pourrait même être vu en fonction de sa phase, hein, c'est une lune décroissante. Donc peut-être que c'est un symbole assez triste quelque part, puisqu'on voit le visage de la femme et quand même teinté de pas mal de tristesse. C'est une carte que j'ai toujours trouvée assez sombre, personnellement. Bref. Le soleil ensuite est un personnage masculin qui porte un soleil à visage humain. Donc le soleil est personnifié ici, contrairement à la lune qui était simplement un croissant. Ici le soleil a un visage peut-être en hommage à Apollon ou à Hélios. Rappelons qu'à cette époque s'opérait dans les milieux artistiques ce qu'on a appelé le retour à l'antique, le néoclassicisme, c'est-à-dire le retour à l'iconographie antique et notamment à l'iconographie mythologique. Donc c'était à la mode, si on veut. Donc c'est peut-être pour ça que le soleil a un visage. Le personnage qui le tient est probablement un enfant, même s'il a une musculature assez développée, mais il a clairement un visage assez poupin, assez enfantin. Il a une petite paire d'ailes dans le dos qui ne sont pas sans évoquer Cupidon, et il est nu sur un nuage. Il y a une idée de dynamisme, une idée d'avancement, d'optimisme quelque part dans cette carte. C'est une carte assez gaie, comparée à celle de la Lune tout à l'heure, hein, je vous les montre toutes les deux l'une à côté de l'autre, qui est plutôt tristounette. C'est une carte qui est plutôt pleine de joie et d'allant, on pourrait dire. Un personnage qui va de l'avant. La carte du jugement est une image très traditionnelle, là encore. On a deux personnages qui sortent d'un tombeau, donc qui renaissent ou qui sont élèves après leur décès, sous les encouragements de deux anges trompettistes, et sous le jugement d'un personnage divin qui se tient dans les cieux avec une épée à la main, un petit peu comme un dieu, peut-être Dieu lui-même. Bref, des personnes qui sont en attente du jugement dernier. On rappelle que les trompettes évoquent clairement le jugement dernier, c'est-à-dire le moment où les âmes vont se présenter devant leur créateur pour savoir si oui ou non elles vont aller au paradis, en enfer ou au purgatoire. C'est très chrétien là encore. Le monde est une carte très originale, puisque d'habitude le monde nous représente un personnage soit féminin, soit androgyne, dans une mandorle, souvent une espèce d'amande, avec les symboles des quatre tours de garde ou des quatre évangélistes autour, hein, le fameux taureau, l'aigle, le visage humain, etc. Là, par contre, on a deux enfants, deux petits garçons ailés, donc qui nous présentera un petit peu des petits cupidons, ou peut-être plutôt des petits chérubins, qui tiennent une espèce de sphère, comme une fenêtre ouverte, qui donne sur une citadelle, une cité sous un ciel très bleu. C'est d'ailleurs le seul endroit où ce bleu est présent, hein, un bleu avec des étoiles d'or. Une cité qui semble flotter sur des vagues vertes, encore une fois, du vert, chouette alors, qui serait probablement en fait une représentation du paradis terrestre. C'est pas une cité existante. On a tenté de la rapprocher de Milan, de se dire que peut-être c'était une volonté des Visconti, mais en fait aucun bâtiment ne ressemble à ça à Milan. Donc c'est probablement une image tout simplement de la cité éternelle telle qu'elle est décrite dans la Bible. Donc encore une fois, c'est très biblique. Et enfin, on va terminer par la carte du fou. Carte du fou que je vais rapprocher d'une autre carte. Vous allez probablement être un peu étonné, mais je vais le rapprocher de la papesse. Et vous allez voir pourquoi. Eh oui, ils sont habillés pareil. Ils sont vêtus tous les deux de la même espèce de laine brunâtre.
jaunâtre, un peu triste, de mauvaise facture, un peu déchiré. Donc il est possible que ce personnage qui représente l'égarement, l'innocence et quelquefois la folie, hein, puisqu'on l'appelle le fou, ait été un membre de la même secte que Maria Visconti, alias Sœur Manfreda. Donc ce fou est représenté très hirsute, vous voyez, il a les cheveux très décoiffés, il a même des plumes qui sont plantées dedans. Des plumes d'assez mauvaise qualité, hein, un peu échevelées encore une fois, un petit peu abîmées, qui sont probablement des plumes de poule. Il a des haillons déchirés. Ses pieds transpercent au bout de ses chausses. Vous voyez que les chausses sont déchirées, on voit ses petits orteils à ce pauvre malheureux, il doit avoir très mal quand il avance. Et il porte sur le dos un espèce de bâton, un gourdin, peut-être pour l'aider à marcher, peut-être pour se défendre. En tout cas, il est probablement une image satirique des personnages de l'égarement. Donc un dernier mot sur ce tarot. Donc, je vous ai dit, c'est une véritable œuvre d'art, hein, qui démontre déjà une très grande maîtrise dans sa réalisation. C'est un jeu qui a perduré dans le temps aussi. Les figures ont été dessinées d'abord au crayon sur des petits cartons de la même dimension et peintes de couleurs naturelles, donc avec des pigments qui étaient utilisés habituellement. L'œuvre a ensuite été complétée par une impression à chaud de feuilles d'or, travaillées au poinçon, donc pour obtenir tous les petits détails multiples que l'on peut voir, hein, si vous regardez la trame de fond, vous voyez que c'est pas du tout uniforme, c'est complètement figuré d'arabesques, de motifs symétriques, etc. Donc ce sont de véritables petites œuvres d'art. Chaque carte a été conçue comme un tableau et ça témoigne en fait, hein, si vous voulez, de la culture très raffinée des cours italiennes au temps de la Renaissance. C'est des symboles qu'on retrouve énormément dans des tableaux contemporains, par exemple. Bref, pourquoi ce jeu, outre le fait que je l'aime bien et qu'il me plaît, parce que je pense qu'effectivement c'est un jeu qui peut très très bien convenir aux débutants, qui est facile à lire, qui est facile d'accès, qui est assez proche du tarot de Marseille. Donc si on commence par le Marseille, on peut très facilement s'orienter ensuite sur le Visconti. Et c'est un tarot qui, en raison de sa beauté et de son histoire, est probablement à posséder dans toute collection française. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté, c'était long, je sais, un peu rébarbatif parfois, j'en suis navrée, c'était ma première vidéo donc je suis peut-être un peu trop étalée. Bref, je serais ravie d'avoir vos commentaires et vos questions éventuelles sur ce jeu, et si je peux y répondre, je me ferai un plaisir. Merci à vous, à bientôt.